Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale. Arnaud Fontanet, vous êtes professeur à l'Institut Pasteur et au Conservatoire national des arts et métiers. Arnaud Fontanet, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous allez nous faire une communication sur l'immunité, immunité croisée, immunité collective, durée de l'immunité. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'immunité? Vous avez la parole pour une quinzaine de minutes. Merci de nous avoir rejoints. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc, très heureux d'être parmi vous et on va discuter effectivement de cette notion d'immunité collective qui est, comme vous le savez, elle fait beaucoup parler d'elle dans les médias, qui est devenue un enjeu politique aussi, et il y a aussi une certaine confusion autour du terme et de ce qu'on entend par immunité collective, mais donc je vais essayer de vous éclairer à travers cette présentation sur ce sujet. Donc, peut-être prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, vous avez ici la carte de France qui vous montre où nous en étions à la sortie de la première vague en mai 2020, mi-mai, avec les travaux de l'équipe de modélisation de Simon Kochmez à l'Institut Pasteur et qui montrait à l'époque déjà qu'environ 5% de la population avait été infectée pendant la première vague, avec un nombre de reproduction de base qui était estimé à 2,9, donc en absence de mesures de contrôle, le nombre de cas secondaires dans une population totalement susceptible, ce qui permettait de laisser entendre que l'immunité collective requise pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique devrait être de l'ordre de 66%. C'est donc un objectif à atteindre dont on était très loin puisque seuls 5% de la population avait été infectée. Alors certainement, dans des régions comme le Grand Est et la région parisienne, on était plus proche de 10%. En revanche, les régions moins touchées comme la Bretagne, c'était plutôt 3%. Et puis, comme je le disais, l'ensemble de la France, c'était 5%, mais bien loin de cette immunité collective. Diapositive suivante. Alors, le calcul que vous avez vu, le 1 moins 1 sur R0, qui permet de définir ce seuil à partir duquel le virus s'arrêterait de circuler de façon épidémique, il est tiré d'une hypothèse assez forte qui est qu'on appelle en anglais homogeneous mixing, qui veut dire que les gens se mélangent de façon homogène dans une population, qu'ils ont des contacts équilibrés dans une population. Et on sait dans la pratique que ça n'est pas vrai, qu'il y a des taux de contact qui varient, notamment entre les tranches d'âge, par exemple. Toutes les tranches d'âge ne sont pas autant en contact les unes avec les autres. Et puis vous avez également le fait que au sein d'une même tranche d'âge, il y a des personnes qui sont plus socialement actives que d'autres, qui ont plus de contacts que d'autres. Donc, il y a un modélisateur, Britton, qui a fait un papier dans Science et qui dit qu'en prenant en compte le fait que les gens n'ont pas des taux de contact complètement homogènes au sein d'une population, eh bien, le seuil d'immunité collective requis pour que l'épidémie s'arrête ne serait pas de 66%, mais pourrait descendre avec un R de 3 à 50% à peu près. Donc voilà, on n'est pas nécessairement obligé d'atteindre ce seuil. La vérité se situerait plutôt entre 50 et 66%. Diapositive suivante. D'autres travaux se sont penchés sur le fait que il pourrait y avoir au sein de la population, et ça vous l'avez déjà souvent entendu, ce qu'on appelle des supercontaminateurs ou en tout cas des événements de superpropagation. C'est-à-dire que quand on vous raconte, par exemple, que le nombre de reproductions de base est à 3, ça n'est pas que chaque personne va en moyenne, va infecter 3 personnes, pardon, mais c'est plutôt que vous pourriez avoir, par exemple, 2 personnes qui vont en infecter 12 sur 10, et, pardon, je reprends, sur 10 personnes infectées, il y en a 2 qui vont infecter 12, et puis les 8 restantes, elles vont infecter 0 ou 1 personne, si bien que vos 10 personnes infectées vont bien en avoir infecté 30, mais vous l'avez vu, c'est très hétérogène. Il y a 2 personnes qui vont contribuer à l'essentiel des infections secondaires et 8 autres beaucoup moins. Et si vous prenez en compte ce fait que certaines personnes contribuent beaucoup plus en termes de risque d'infection secondaire, la distribution donc des cas secondaires par personne infectée ne va pas suivre une loi de Poisson, mais une loi de régression binomiale négative, et cela pourrait impacter finalement le seuil d'immunité collective nécessaire pour que l'épidémie s'arrête de circuler. Alors, la vraie notion qui est importante ici, c'est pas tant
est-ce qu'il y a des sujets qui sont eux-mêmes super contaminateurs, c'est-à-dire des sujets qui, parce qu'ils sont par exemple très socialement connectés, hein, qui sont prédestinés à être responsables de ces événements où il y a beaucoup d'infections secondaires, mais plus, est-ce qu'il y a des circonstances qui sont associées avec ces super propagations? Et donc, des lieux confinés, par exemple, qui se prêteraient beaucoup à la transmission, dès lors que vous avez un nombre important de personnes dans ces lieux et une personne qui arrive alors qu'elle est encore asymptomatique, mais avec des charges de virus dans la gorge extrêmement élevées, et donc à l'origine de cet événement de superpropagation. Et si c'est ce deuxième cas de figure qui prédomine, et c'est ce qu'on pense aujourd'hui, hein, c'est plus les événements qui créent la superpropagation que les individus eux-mêmes, à ce moment-là, l'impact de ces événements de superpropagation sur le seuil d'immunité collective ne serait pas si important. Et donc, d'une façon générale, la majorité des épidémiologistes aujourd'hui pensent que effectivement le seuil d'immunité collective reste bien quelque part entre de 50 et 66% si on part d'un nombre de reproductions qui serait à 3. Diapositive suivante. Et nous avons d'ailleurs quelques expériences qui nous ont montré qu'on pouvait avoir une proportion très importante de la population infectée dans certaines circonstances. Je vous donne ici l'exemple du porte-avions Charles de Gaulle qui a quitté la rade de Brest le 16 mars. Les marins étaient inquiets que le virus ait pu embarquer avec eux. Pendant 14 jours, ils ont respecté des mesures pour éviter la propagation du virus. Et puis, comme il n'y avait pas eu de cas déclarés, le 30 mars, il y a eu une soirée et puis une levée des mesures de restriction. Et puis, comme vous le voyez sur cette courbe épidémique, très rapidement, un nombre important de marins infectés. Au total, il y a eu plus de 1000 marins sur les 1700 qui étaient à bord qui ont été infectés. Ça fait 68%. Bon, c'est proche de ce fameux seuil d'immunité collective que je citais, mais il faut savoir en plus que le seuil d'immunité collective, c'est le moment où le R bascule et puis redevient inférieur à 1 et donc l'immunité, plutôt l'épidémie se met en phase décroissante, mais il y a encore des cas qui s'accumulent, hein, même pendant cette descente. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. Il y a un bateau de guerre américain où ils ont réussi à infecter 89% des marins. Donc, c'est pour vous dire que voilà, on a des exemples. Alors là, peut-être assez proche de ce homogeneous mixing, donc quel que peut être l'environnement d'un bateau de guerre, mais on l'a vu aussi dans quelques villes, hein, notamment à Bombay en Inde, au Cap en Afrique du Sud ou à Manaus au Brésil, où dans certains quartiers, la moitié de la population a été infectée. Donc c'est une réalité qu'on peut s'infecter autant. Diapositive suivante. Et donc les arguments qui avaient été avancés, notamment par exemple d'une protection croisée peut-être avec d'autres virus, semblent, les coronavirus saisonniers notamment, ne semblent pas avoir joué dans les exemples que je vous ai donnés. Alors, je vous ai dit que la France était à 5%. L'ensemble des enquêtes qui ont été menées en Europe laissent entendre que si on regarde à l'échelle nationale, hein, pour des pays européens, on était tous à la sortie de la première vague entre 5 et 10%, les Anglais étant peut-être un petit peu plus loin, mais vraiment on avait des chiffres qui étaient très proches, sauf quelques pays scandinaves qui étaient descendus, qui étaient à des niveaux plus bas, mais ces ordres de grandeur que je vous ai donnés étaient très justes. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on est arrivé à la mi-mai avec effectivement un nombre de nouveaux cas par jour beaucoup plus faible sur le territoire français, hein, peut-être entre 1000 et 3000 cas par jour, et une situation qui est restée assez bien contrôlée pendant le mois de juin, mais les vacances sont arrivées, et en juillet, et puis surtout au mois d'août, eh bien, on a vu repartir l'épidémie, et ici, vous avez ces heat maps hein, qui vous montrent, alors je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez, vous, sur vos écrans. Chez moi, c'est tout petit, je connais bien la diapo, donc je peux la décrire, mais j'espère que c'est assez grand pour vous. Mais si on prend un des départements, le Val-de-Marne, par exemple, qui est en haut à gauche, eh bien, vous avez donc sur les ordonnées en bas des semaines, hein, et je crois que de mémoire qu'on va de mai à octobre. Et puis, en abscisse, eh bien, vous avez des classes d'âge. Hein, et on commence par, c'est des classes d'âge de 10 ans. Donc, en bas, vous avez les 0-9 ans, puis les 10-20, etc. Et vous montez jusqu'à les plus de 90 ans. Et ce qu'on observe très bien ici, c'est que les taux d'incidence ont commencé à augmenter de façon très importante, donc de nouveaux cas de Covid à partir du mois d'août, notamment la deuxième semaine d'août, chez les 20-29 ans. Et puis après, on voit que ça rejoint les classes d'âge supérieures et inférieures tout au long du mois d'août pour atteindre en septembre les classes d'âge les plus âgées, où évidemment on a des sujets qui sont les plus à risque de formes graves. Donc cette reprise de l'épidémie que vous avez décrite ici sur 4 départements, mais vous avez exactement les mêmes cartes pour l'ensemble de la France et puis dans beaucoup d'autres pays à l'étranger,
on traduise bien le fait qu'au départ, l'épidémie est repartie chez les sujets les plus jeunes, les 20-29 ans, avant de gagner les classes d'âge supérieures. Et on a vu des complications finalement arriver au mois de septembre, ce qui laissait entendre en août que finalement l'épidémie est repartie, mais peut-être pas si grave, mais qu'on voit bien que maintenant on est malheureusement très touché. Diapositive suivante. Ça, c'était juste pour vous rappeler ce que vous savez tous, hein, c'est que le taux de mortalité, ou en tout cas et également le risque de complications sévères, est très fortement associé à l'âge. Pour faire simple, le taux de létalité par infection est de l'ordre de 1,5 pour 1000 si vous avez moins de 60 ans et monte à 3,3% si vous avez plus de 60 ans. Donc, il y a un ratio de 1 à 20 considérable et qui explique donc que c'est quand les personnes plus âgées sont atteintes qu'on voit arriver les complications et les décès liés à la Covid. Diapo suivante. Alors, l'histoire un peu de tout ça, c'est de dire que la stratégie d'atteindre l'immunité collective pour que le virus s'arrête de circuler, elle est illusoire. Aucun pays n'a réussi jusqu'à présent à, si vous voulez, étanchéifier les compartiments entre les sujets jeunes chez qui l'épidémie est redémarrée et puis les sujets plus âgés ou ceux qui ont des comorbidités. Vous pourriez aussi assez facilement vous rendre compte que même si vous arrivez à diminuer encore les nombres de contacts des sujets âgés, qui les ont déjà beaucoup diminués, par exemple de 75%, mais que l'épidémie continue à progresser avec un R de 1,5 en population parce que vous voulez préserver l'économie et donc les mouvements de population et les contacts. Bien, si vous avez, avec un intervalle de génération d'une semaine, une croissance de 50% par semaine dans la population qui est autour de celle que vous avez voulu protéger, même en réduisant les contacts de celles que vous avez voulu protéger, vous aurez à la fin une telle circulation du virus autour que l'impact restera très fort sur ceux que vous voulez protéger et vous finirez avec une mortalité très élevée qu'avec Simon Kochmetz, dans un article qu'on a publié dans Nature Reviews Immunology, on avait estimé entre 100 et 450 000 morts en France selon différentes hypothèses de létalité. Mais voilà, l'idée de gagner par infection naturelle ce taux d'immunité collective qui nous permettrait d'avoir un arrêt de la circulation épidémique est simplement illusoire, sans parler des questions éthiques que ça pose et puis aussi la surcharge majeure qu'il y aurait dans les services hospitaliers si on laissait le virus circuler et les personnes s'infecter et toutes les complications qui s'en suivent. Diapositive suivante. La seule façon finalement d'atteindre cette immunité collective qui nous sortirait du cauchemar dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est le vaccin. Le vaccin qui en plus a l'avantage de pouvoir être administré aux personnes qu'on peut cibler, qui seraient par exemple très exposées comme les soignants ou les personnes à risque de formes graves, donc les personnes âgées et celles qui ont des comorbidités. Puis l'avantage du vaccin aussi, c'est qu'on peut le répéter chaque année si on se rend compte que l'immunité finalement n'est pas pérenne. On sait que la très grande majorité des personnes qui sont infectées par le SARS-CoV-2 font des formes mineures. Il n'y a que 3% qui sont hospitalisés. Dans ces formes mineures, si la protection conférée par l'immunité, l'infection naturelle ne dépasse pas 1 an, comme c'est le cas pour des coronavirus saisonniers, eh bien, il faudrait chaque année réinfecter tout le monde pour arriver à maintenir cette immunité collective. Donc, c'est totalement absurde. Et en revanche, un vaccin, oui, vous pouvez revacciner chaque année, comme on fait pour la grippe, par exemple. Mais bien sûr, il nous faudra des vaccins qui sont d'abord parfaitement sûrs, parce que je pense qu'il y a une telle défiance vis-à-vis du vaccin que la priorité, c'est un vaccin sûr. Et puis après, évidemment, un vaccin qui aura une certaine efficacité, pas nécessairement à 100%, parce que le vaccin se rajoutera au reste. Et vraiment, je pense que le message aussi à comprendre avec cette épidémie, c'est qu'il n'y a pas une seule mesure qui marche, c'est un ensemble de mesures qui fonctionnent. Donc, il n'est pas question de dire, Martin le rappelait auparavant, qu'on va reposer simplement sur le tester, tracer, isoler. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme Martin, mais ce sera peut-être l'occasion du débat, que ça ne sert à rien. Non, je pense que ça peut être utile, mais ça doit être associé avec d'autres mesures, et c'est vraiment un cocktail de mesures qui vous permettra de contenir l'épidémie. Et certains pays y sont arrivés raisonnablement bien. Diapositive suivante, et je vais terminer parce que je pense que j'approche du temps imparti. Ici, pour vous dire qu'est-ce qui nous attend, c'est que finalement, on a effectivement l'espoir que au fur et à mesure que l'immunité va augmenter en population, malgré tout, d'abord par les infections naturelles, mais surtout, on espère, par un vaccin un jour,
effectivement, la pression sur la circulation du virus va diminuer un petit peu, mais il faut pas trop compter dessus. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir suffisamment sur cette diapositive, mais si vous prenez la ligne qui correspond à R qui serait à 1, et là, on part d'une hypothèse d'un nombre de reproduction qui est à 2,5, eh bien, si vous n'avez aucune immunité en population, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'il faudrait diminuer de 60% les contacts pour arriver à contrôler la circulation du virus, si vous avez zéro immunité dans la population. Et puis, vous voyez sur cette courbe, au fur et à mesure que vous avez une immunité croissante dans la population, de combien vous avez à diminuer les contacts pour arriver à maintenir votre R à 1 ou en dessous de 1. Et vous voyez que finalement, ça ne croît pas très vite au début en tout cas. Donc, on a déjà vu avec quelle difficulté on a atteint 5% d'immunité collective, 30 000 morts et tous les drames de la première vague. Avant que l'immunité acquise naturellement ne vienne nous aider un petit peu et soulager en diminuant la proportion des contacts infectants qu'il faut diminuer, c'est vraiment une course qui est vaine pour nous. Donc vraiment, il faut maintenir la pression sur ce virus au maximum tant qu'on n'a pas de vaccin et ne pas compter sur même ces quelques dizaines de pourcents qu'on a pu, 10% qu'on aura peut-être atteint maintenant après la première vague et puis ce qui est en train de suivre pour compter là-dessus pour contenir la circulation du virus, ça restera encore très, très limité. Diapositive suivante. Rappelez sur ce graphique que vous avez peut-être vu du Financial Times, qui est intéressant et qui vous montre en ordonnée vous avez le nombre de morts qui sont liés à la Covid, et puis vous avez également la baisse du produit intérieur brut qui est sur ce schéma, et vous verrez qu'il y a un groupe de pays qui est en haut à gauche, qui sont des pays comme les pays d'Asie, qui sont des pays insulaires comme la Nouvelle-Zélande, mais également des pays comme en Europe, l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, qui ont réussi sur les deux tableaux finalement. Ils ont à la fois peu de morts, mais ils ont aussi une économie qui est très préservée. Et vous avez à l'inverse des pays chez qui l'épidémie a été majeure et qui ont eu une baisse de produit intérieur brut majeure, et qui sont l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne. La France est un petit peu mieux en termes de mortalité. Le rapport Pittet le montrait. On avait quand même pas mal réduit la mortalité par rapport à d'autres pays, mais malheureusement, la baisse du PIB était très élevée. La Suède, vous voyez en revanche, elle a une mortalité élevée, mais une baisse du PIB qui est faible. Mais il faut comparer la Suède aux pays voisins, c'est-à-dire à la Finlande et au Danemark. Et là, vous voyez qu'il y a une mortalité 10 fois supérieure en Suède pour une baisse de PIB similaire. Donc, c'est vraiment pas la solution. Mais ce que vous montre ce graphe très bien, c'est que c'est pas l'économie contre la santé, c'est vraiment l'économie avec la santé. Si vous tapez fort et tôt, vous sauvez des vies et vous sauvez votre économie. Diapo suivante. Juste vous dire ce que vous savez tous maintenant, et cette diapo date un tout petit peu parce qu'il faudrait l'actualiser extrêmement rapidement, mais on a une reprise épidémique très forte sur le continent européen dans son ensemble, qu'on peut attribuer à beaucoup de facteurs, mais je crois qu'il y a eu un facteur aggravant récent qui a été une vague de froid fin septembre qui a vraiment accéléré la dynamique épidémique sur l'ensemble de l'Europe. Diapositive suivante. Et pour terminer, vous montrer que dans différents pays européens, mais également aux États-Unis, c'est les mêmes zones qui sont touchées à la deuxième vague comparée à la première vague. Donc, une fois de plus, cette fameuse immunité qui aurait pu être acquise à la première vague, elle nous a pas beaucoup aidé. C'est beaucoup plus les facteurs structurels de chacune de ces zones qui expliquent qu'elles sont à nouveau touchées dans la deuxième vague au même titre que la première. Même sur cette diapo, vous regardez sur la France, le Grand Est apparaissait comme préservé. Comme vous le savez, depuis la vague de froid de fin septembre, malheureusement, les villes du Grand Est ont été très durement touchées et sont en train de revivre encore une épidémie très forte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie beaucoup, professeur Arnaud Fontanet. Vous restez avec nous pour le débat. Et on va accueillir maintenant Sébastien Wurzer. Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale.